Bonjour et bienvenue dans Mon chien a du nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nosework, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon chien a du nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. 1 à 2 fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact@chienzen.ch. Ne panique pas, si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien a du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, ma chaîne, c'est Chienzen, tout comme mon Facebook. Dans cet épisode, on va parler concours. On me l'a demandé à plusieurs reprises, donc je vais essayer de vous expliquer de façon claire et précise, plus ou moins, tout ce qu'il faut savoir pour les concours. Alors, moi, je vais surtout vous parler du règlement de l'USCSS, parce que c'est l'organisation avec laquelle j'ai décidé d'organiser des concours. C'est une organisation américaine qui a environ 7-8 ans et qui a très récemment créé une association parente qui s'appelle l'ISCSS pour International Canine Scent Sport. Donc depuis le mois de juillet, depuis le mois d'août, on peut concourir sous cette bannière. Il n'en reste pas moins que l'inscription au concours et tout le règlement dépend de l'USCSS. On va débuter en parlant un petit peu de qui peut participer à ces concours. Alors, du côté des chiens, tous les chiens âgés de 6 mois ou plus peuvent participer à un événement. N'importe quel chien de n'importe quelle race, qu'il soit avec pédigré ou croisement de chiens, mais également les chiens aveugles, les chiens sourds ou les chiens qui auraient subi une amputation d'un membre ou même ceux qui utilisent un chariot ambulatoire. Les chiennes en chaleur sont également acceptées, elles passent tout à la fin et elles doivent porter une culotte. Voilà, ça c'est important. Concernant les chiens réactifs, il n'y a aucun problème, ils sont acceptés aussi. Ils passent également sur la fin des passages. Et la règle USCSS suggère qu'ils portent un bandana rouge. Mais c'est vrai qu'en Europe, en tout cas en France, en Suisse, on a plutôt l'habitude de la couleur jaune. Et du coup, ces deux couleurs en fait sont acceptées. Au niveau de l'humain, ça peut être n'importe quel humain et les enfants sont acceptés à partir de l'âge de 10 ans, pour autant évidemment qu'ils soient accompagnés d'un adulte responsable. Les chiens qui ne sont pas admis sont les chiens qui sont vraiment agressifs envers les humains ou vraiment agressifs envers les chiens. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement de l'USCSS ne permet pas des contacts rapprochés entre les chiens et la distance minimum entre deux chiens est de 2 mètres. Voilà, que ce soit sur les parkings, à l'extérieur, etc. Et de toute façon, durant le concours, les chiens passent l'un après l'autre, donc là, il n'y a aucun risque qu'ils se croisent sur la zone de recherche. Les chiens qui ont des boiteries, qui ont des points de suture ou des plaies ouvertes, mais aussi qui sont malades, ne sont évidemment pas acceptés. Les chiennes en lactation ne sont pas acceptées. Mais sinon, tout le reste, c'est OK. En concours, on utilise 3 odeurs bien déterminées, qui sont les odeurs d'huile essentielle. Pour savoir la préparation des odeurs et puis comment les utiliser et à quelle force, parce qu'évidemment, on utilise un niveau d'odeur qui est très très faible. Ça, je vous conseille de regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo pour la préparation des cotons-tiges. Donc, les 3 odeurs sont le bouleau, en latin Betula lenta, parce qu'il existe plusieurs variétés de bouleau. Pour l'anis, c'est Pimpinella anisum. Et pour le clou de girofle, Eugenia caryophyllata.
Ça, en général, c'est le plus facile, c'est celui qui est le plus simple à trouver. Les recherches se font dans 4 éléments différents. On appelle ça des éléments. C'est en fait des environnements. Donc on va avoir des recherches en intérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4 murs. On va avoir des recherches en extérieur, des recherches sur véhicules. Alors véhicule, ça peut être voiture, trottinette, vélo, tracteur, charrette pour chevaux, voilà. Tout ce qui est considéré comme un véhicule, ça peut même être, je sais pas moi, un paddle, des skis, voilà. Bon, en général, c'est quand même plutôt des choses avec des roues, mais on peut aussi trouver, je sais pas, trottinette, tous ces trucs. Enfin, tout ce qui finalement est considéré comme un véhicule. Et le dernier, c'est contenant. Et donc les contenants, c'est tout ce qui peut contenir quelque chose. Traditionnellement, ça va être des cartons, ça peut être des boîtes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des sacs. Alors, au niveau des sacs, un peu tout type de sacs. Et puis alors voilà, les boîtes, pareil, hein, vraiment tout type de boîtes. Au niveau des niveaux, parce que ça, on me demande aussi à partir de quand est-ce qu'on peut commencer les concours. Comme, alors je vous l'expliquerai après au niveau des fautes, il y a des choses qu'un débutant pourrait faire comme faute et du coup on va perdre des points. Mais au final, très rapidement, on peut débuter en concours. Moi, j'ai vu des chiens débuter en concours 1 semaine après avoir commencé. Alors ça, c'est vraiment très, 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 très rapide et assez rare. Mais c'est pas impossible. Toutefois, je conseille quand même d'avoir au minimum une désignation. Et quand je dis une désignation, c'est-à-dire que tu sois capable de reconnaître quand ton chien a trouvé l'odeur. Parce que comme c'est toi qui, quand le chien a trouvé l'odeur, dit au juge alerte pour signifier c'est bon, mon chien il a trouvé, il faut que tu puisses identifier le comportement type. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de la durée, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une position précise au niveau de la désignation, pas besoin que le chien soit assis, couché, mais il faut que tu puisses le lire. Et quand on n'a pas assez d'expérience, malheureusement, on ne voit pas toujours les signaux que le chien va proposer avant ou quand il a l'odeur dans le nez ou même quand il a trouvé. Voilà, donc ça c'est essentiel à mon sens pour débuter en concours. Alors, au niveau des niveaux, justement, on a novice et dans novice, on a 2 catégories. La catégorie novice A et la catégorie novice B. Si toi et ton chien, vous avez jamais fait de concours et que vous débutez vraiment de zéro, vous serez en catégorie novice A. C'est-à-dire que ni toi ni ton chien n'avez un titre en Nosework. Si tu avances bien, que ton chien se qualifie, qu'il monte dans les niveaux et peut-être tu as un 2e chien, tu décides de débuter les concours avec ce chien également, tu seras en novice B. Novice B, c'est la catégorie pour les humains qui ont déjà titré un chien. Ça veut dire qu'il faut avoir au minimum terminé novice A avec un chien pour pouvoir prétendre ou en tout cas s'inscrire dans la catégorie novice B. Voilà, ça c'est la seule différence. Enfin, si tu n'as jamais fait de concours, tu ne te poses pas de questions, c'est novice A. Et en novice, on cherche une odeur. Et cette odeur, c'est le bouleau. La classe suivante, c'est la classe intermédiaire. En intermédiaire, le chien doit trouver 2 odeurs, soit bouleau et anis. En avancée, qui est la 3e catégorie, c'est 3 odeurs, les 3 qu'on utilise, bouleau, anis, girofle. En senior, c'est là que ça commence à se compliquer, on va dire, pour l'humain, parce que là, il faut vraiment une bonne lecture de son chien. On va avoir 1 à 3 odeurs, et le nombre d'odeurs n'est pas connu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu décides de dire que ta recherche est terminée. Parce qu'il va falloir que tu te positionnes et que tu dises « Ok, mon chien il a cherché partout, il n'y a rien de plus. » Et ça, mine de rien, c'est quand même une sacrée pression pour nous. Et c'est pas toujours évident de prendre ces décisions. La dernière classe, qui est le niveau le plus haut, c'est la classe master. Et en master, on a
0 à 4 odeurs. Et là encore, comme en senior, le nombre d'odeurs n'est pas connu. Ça veut dire qu'on peut avoir 0 odeur, ce qui s'appelle une recherche à vide. On peut avoir 1 odeur, 2 odeurs, 3 odeurs ou 4 odeurs. Et là aussi, on va devoir prendre la décision de dire non, il n'y a rien. Alors, quand il y a 4 odeurs, du coup, il faut compter 1, 2, 3, 4. Quand tu arrives à la 4e, tu dis terminé et c'est réglé. Moi, j'ai fait une recherche contenant avec Prana et c'était une recherche à vide, il n'y avait rien. Alors, évidemment que on est en master en contenant parce que c'est un petit peu le point fort de Prana. Et c'est facile pour moi parce que j'arrive à relativement bien mémoriser les contenants et ceux sur lesquels elle est déjà passée. Et du coup, une fois qu'on a un petit peu tout fait dans un sens, dans l'autre, à un moment donné, j'ai dit fini. Et puis effectivement, il n'y avait rien. Mais enfin, avant d'en arriver là, il y a quand même tous les niveaux précédents et finalement, c'est un bon apprentissage. Donc là, on a un petit peu parlé des niveaux. Maintenant, je vais t'expliquer, ou te mentionner les différentes fautes. À ma connaissance, le nosework, c'est un des rares sports, si pas le seul, qui t'oblige, ou en tout cas, oui, t'oblige, parce que sinon c'est une faute, à récompenser ton chien une fois qu'il a trouvé. Et tu peux même, pendant la recherche, si ton chien en a besoin, tu peux récompenser. Et si ce n'est pas le cas, si tu ne récompenses pas ton chien après ce que le juge t'ait confirmé que ton alerte est juste, tu perds 5 points. Les fausses alertes sont évidemment considérées comme une faute. Une fausse alerte, c'est-à-dire que tu as mal lu ton chien ou tu as peut-être envoyé ton chien un petit peu plus loin et tu as dit alerte trop loin de la cache. Une erreur de jouet, c'est-à-dire que ton ton jouet, si tu récompenses à la balle par exemple, tombe au sol. Ça, c'est une faute. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jouets qui ont un pouic-pouic sont interdits. Mais on peut utiliser d'autres jouets et du coup, c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser un tug ou quelque chose qu'on peut tenir, ce qui évitera que le chien lâche dans la zone. On peut aussi récompenser évidemment à l'extérieur de la zone. Il en va de même pour la nourriture. Si le compétiteur ou le chien laisse tomber un morceau de nourriture ou de récompense, pareil, on perd 5 points. Une autre faute, c'est la destruction ou en tout cas le fait d'abîmer la zone de recherche. C'est souvent quand... alors moi je l'ai vu, ça arrive souvent avec les contenants où on a des chiens qui vont écraser les cartons. Alors quand ça arrive une fois, le chien il met sa patte dessus, ok. Mais les chiens qui vraiment mettent tout leur poids systématiquement sur tous les contenants, là, il y a de fortes chances que le juge compte une faute. Le fait de creuser, c'est une faute. Le fait de déranger l'endroit où la cache est mise, ça c'est aussi une faute. Et puis, la dernière faute, c'est ce qu'on appelle la conduite non sécurisée en laisse. Donc c'est par exemple la laisse qui traîne partout dans la zone et puis qui s'enroule, qui dérange le chien peut-être, ou encore une laisse qui va entraîner que la zone de recherche est complètement perturbée. Par exemple, encore une fois, une laisse qui s'enroule, qui fait tomber les chaises, qui fait tomber du matériel, etc. Ça, c'est considéré comme une conduite non sécurisée et ça engendre une faute. Et quand on a une faute, on perd 5 points. Disqualification. Si le chien ce qu'on appelle élimine dans la zone de recherche, c'est-à-dire qu'il fait pipi, caca ou qu'il vomit, ça entraînera une disqualification et évidemment, la recherche est nulle. La destruction de la zone de recherche, c'est-à-dire, par exemple, un chien qui va avoir une désignation agressive. Encore une fois, il va mordre, il va gratter, il va mettre ses pattes partout
à l'endroit où se trouve l'odeur, et puis par conséquent, il va créer des dommages qui sont excessifs ou peut-être même irréparables. À ce moment-là, l'équipe aura un score non qualifiant et possiblement une disqualification. Le chien agressif qui va sauter ou essayer d'attraper un autre compétiteur ou un autre chien, ou même le juge, le CSD ou tous les membres de l'équipe sera évidemment disqualifié. Un compétiteur qui réprimande son chien verbalement ou physiquement de façon dure peut se retrouver avec une sanction telle que la disqualification. La conduite antisportive ou non sportive entraîne aussi une disqualification. Ça veut dire quelqu'un qui va menacer son chien, qui va menacer le staff présent, insulter les juges, etc. À ce moment-là, ça peut entraîner une disqualification. La double conduite, ça c'est un truc, finalement c'est la triche, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui indique par son mouvement, par son regard, où se trouve la cache au compétiteur qui se trouve dans la zone. Si, par exemple, on se rend compte que le chien est trop stressé, qu'il est malade, qu'il manque de focus, on peut décider d'excuser son chien, de dire « Ok, moi j'arrête ». À ce moment-là, on aura 0 point pour cette recherche-là. Voilà pour les disqualifications. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur le règlement du concours parce que tu peux le lire, il a été traduit en français et je te mettrai le lien en commentaire pour que tu puisses le télécharger sous forme de PDF. Je vais juste encore un petit peu expliquer les jeux, parce que ça c'est quelque chose que je trouve très très sympa en USCSS, c'est qu'une fois qu'on débute les concours, on peut aussi participer à des jeux. Alors, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste les lister et expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Le premier, c'est Copycat. Ce jeu-là consiste à des recherches où tout le monde sait où se trouve l'odeur. Donc, quand tu arrives, le juge te dit « c'est là ». Tous les participants peuvent regarder puisque tout le monde est informé de où se trouve l'odeur. Et une fois que tu vas envoyer ton chien en recherche, tu n'as plus le droit de faire le moindre mouvement ni parler durant toute la recherche. Quand le chien a trouvé, qu'il désigne, le juge va dire lui-même « alerte » et à ce moment-là, tu peux bouger et récompenser ton chien. Ensuite, on a le Double Dog Dare. Le concept, c'est de tester les capacités du chien à vraiment trouver l'odeur et à passer à travers des distractions. Donc, on peut avoir 1 ou 2 caches qui est évidemment connue. Et pour tester les capacités du chien à travailler à travers les distractions, tu vas tirer au sort un papier qui sera dans une boîte, dans un chapeau, peu importe, sur lequel tu auras un mot ou une action qui sera listée. Et tu devras exécuter cette action. Ça peut être, je sais pas moi, se déplacer sur une jambe, ça peut être courir dans tous les sens, ça peut être chanter, lire un livre, peu importe. Et ton chien devra malgré tout rester concentré tout le long de la recherche et trouver là où les caches. Ensuite, on a Go the Distance. Ça, on l'a déjà expérimenté lors du dernier concours que j'ai organisé et franchement, ça a été un grand succès. Tous les chiens, sauf erreur, ou en tout cas le samedi, tous les chiens ont réussi. C'est, comme le dit son intitulé, le travail à distance. C'est-à-dire que le chien doit trouver une cache qui est placée dans la zone de recherche et toi, tu n'as pas le droit de pénétrer dans la zone. C'est-à-dire qu'elle est délimitée, tu as le droit de te déplacer tout le long des limites, mais pas de pénétrer dans la zone. Et ça, franchement, c'était vraiment super cool. Ensuite, on a le Hip or Hide. Ça, c'est une recherche d'endurance. Il y a entre 1 et 10 caches. Le nombre de caches n'est pas connu. Et les compétiteurs doivent trouver le plus de caches possible dans le temps alloué. Ensuite, on a Ludicrou Speed.
Ça, c'est un jeu qui teste à quel point l'équipe humain-chien peut trouver un certain nombre de caches. Il y en a entre 5 et 10 de caches qui sont non connues. Et en fait, au départ, pour la première cache, on a 45 secondes. Puis, on a ensuite 30 secondes pour trouver chaque cache suivante. On a le Scenting Sweepstakes. Alors là, c'est un petit peu comme une loterie. C'est-à-dire que les gagnants vont se partager un pourcentage d'un lot qui est proposé pour ce jeu-là. Au niveau de la recherche, on a entre 1 et 5 caches qui sont non connues et les compétiteurs vont obtenir un certain nombre de points et ceux qui arrivent au bout ils seront évidemment classés et pourront se partager le lot attribué à ce jeu-là. Ensuite, on a Team Spirit. Là, le concept, c'est par équipe. C'est-à-dire que les compétiteurs travaillent en équipe, qui sont au nombre de 4, et ils doivent localiser un total de 4 caches, soit une cache par équipe. Ça, je l'ai expérimenté avec mes élèves et franchement, c'était assez drôle, on s'est bien marré. Et c'est quelque chose qu'on peut même vraiment faire avec des débutants. Il y a certains jeux qui sont, je dirais, adressés quand même à des chiens plus entraînés, qui sont capables d'aller vite ou de résister à une certaine forme de stress. Parce qu'évidemment, quand nous, on veut aller vite, on peut peut-être mettre un peu plus de pression sur le chien. Mais la plupart des jeux sont tout à fait exécutables par des chiens relativement débutants. Pour terminer, je vais encore aborder 2 choses. La première, c'est comment gravir les niveaux. Alors, que ce soit pour les jeux ou pour les éléments, alors les jeux, il n'y a pas de niveau, hein, c'est tout niveau et c'est tout élément confondu et ça peut même être un mélange d'éléments, c'est-à-dire au niveau des jeux, on peut avoir une zone extérieure avec véhicule, on peut avoir une zone intérieure avec contenant, voilà, tu as un petit peu compris le principe. Donc les jeux, ils n'ont pas de niveau, ils ont chacun leur spécificité où on va travailler des choses, le chien doit répondre à un certain nombre de critères pour réussir. Au niveau des qualifications, ça se passe de la manière suivante. Pour changer de niveau, c'est-à-dire passer par exemple de novice à intermédiaire, tu dois obtenir 3 qualifications, par exemple en intérieur. Ça veut dire que tu dois avoir terminé la recherche, tu dois avoir pu identifier que ton chien a trouvé la cache, tu as dit alerte, c'était effectivement le cas, et à ce moment-là, si tu as un minimum de 85 points, c'est-à-dire que tu as fait maximum 3 fautes, tu as ta qualification. Donc, une fois que tu as tes 3 qualifications en novice A, tu peux par exemple passer en intermédiaire intérieur. Et il en va de même pour chaque élément. Donc ça veut dire 3 qualifications en intérieur, 3 qualifications en extérieur, 3 qualifications en véhicule, 3 qualifications en contenant. Et là, ton chien devient chien de détection novice. Et tu obtiens le titre complet. Parfois, on a des chiens qui sont à cheval entre 2 niveaux. C'est vrai que mes chiens, ils ont de la facilité. Alors peut-être que du coup, moi aussi, j'ai de la facilité au niveau des contenants. Et c'est souvent l'élément qu'on termine en premier. Mais ça ne nous bloque pas dans le niveau inférieur. C'est-à-dire que je peux être, par exemple, en intérieur, en extérieur, en véhicule, avec un chien, en novice, par exemple, et tout à fait commencer à concourir en intermédiaire contenant. Mais simplement, mon chien, il n'a pas fini toutes ses qualifications, du coup, il n'a pas encore le titre, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. L'USCSS a un règlement qui permet que n'importe quel chien peut concourir dans n'importe quel niveau sans avoir validé les niveaux inférieurs. Donc ces qualifications, elles vont être mises en banque, c'est-à-dire qu'ils vont les garder de côté. Et évidemment, le titre ne sera attribué que quand on aura terminé les niveaux inférieurs. Alors j'espère que c'est clair parce que je conçois que c'est un petit peu abstrait quand on n'a pas fait de concours. Moi je crois que j'ai dû lire le règlement 4 fois quand j'avais pas fait de concours pour à peu près comprendre
de quoi il en ressortait. Mais quand on se lance, tout se clarifie au fur et à mesure. La dernière chose que je voulais aborder, c'est les concours, c'est pas la vie. En revanche, je considère que les concours sont un excellent plan de progression. C'est vrai que j'ai tendance à m'entraîner de mon côté et du coup, j'ai pas toujours de point de repère où parfois il m'arrive de rester trop longtemps sur des choses faciles, ce qui fait qu'après progresser c'est un peu plus difficile, ou alors parfois je vais un peu vite. Et c'est vrai que ces niveaux sont finalement assez logiques dans la progression du chien. On commence par une odeur, ensuite une deuxième, une troisième, puis on arrive avec un chien qui a quand même un bon niveau, et là on va commencer à jouer sur le mental de l'humain avec un nombre de caches inconnu. Parce que, évidemment, que dans les niveaux novices intermédiaires avancés, nous, on sait combien il y a de caches, mais le chien, lui, il n'en sait rien. Donc, on va dire qu'en senior et en master, pour le chien, ça change pas grand-chose, si ce n'est les recherches à vide. Et là, il faut avoir un chien qui sait quand même un petit peu chercher à vide. Mais pour tout le reste, finalement, c'est plus l'humain qui doit s'adapter. Et du coup, à chaque fois que je termine un concours, que j'ai réussi ou pas, que je sois qualifiée ou pas, que je sois contente ou pas, chaque concours m'apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh ben, ça va me permettre d'adapter mes plans de progression ou mes plans de travail avec chacun de mes chiens. Si tout d'un coup j'en vois un qui est par exemple très distrait par l'environnement, je me dis ah ok, bon, là on va travailler un petit peu la concentration. Si un de mes chiens a de la peine sur les véhicules, je me dis ouh, alors ça c'est un peu son point faible, et ben je vais plus entraîner les véhicules. Et même si les concours ne sont pas une finalité en soi, c'est vrai que moi ça m'aide énormément à progresser. Je parle souvent dans mes cours de concours, mais c'est vraiment plus dans un souci de précision, parce que j'aime bien que les choses elles soient bien faites. Et c'est pas vraiment pour que mes élèves partent en compétition, parce que encore une fois, l'essentiel c'est de s'amuser. Et je conçois tout à fait que les compétitions ce soit pas intéressant pour tout le monde. Mais c'est vrai que ça permet encore une fois d'avoir des repères et de savoir un petit peu où on en est. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as trouvé des éléments qui te permettent de mieux comprendre le fonctionnement des concours. Alors encore une fois, je n'ai pas tout dit parce que le règlement il fait une petite quarantaine de pages et que je pense que tu sais lire et par conséquent tu peux trouver les informations tout seul. Mais en tout cas là j'ai un peu esquissé le gros de ce qui est important à savoir quand on va en concours.